19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 9 avril 2020. Nouvelle édition que nous débutons avec cette brève. Le coordinateur d'Urotab, membre du cadre de concertation et d'action de la société civile, également directeur général du groupe de presse Labari, a été interpellé ce matin à la police judiciaire sur plainte de l'épouse de l'ancien chef d'état-major, le général Ahmed Mohamed, pour avoir cité son nom dans l'une de ses publications sur les réseaux sociaux dans l'affaire de détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense. D'après l'avocat, Ali Idrissa passera sa première nuit en garde à vue à la police judiciaire. Affaire donc à suivre. Aujourd'hui, 9 avril 2020, l'assassinat de l'ancien président, le général Baré Menassara Ibrahim, à 21 années, que sa famille et ses amis réclament un éclairage sur cette mort tragique d'un président en fonction. Le général Ibrahim Baré Menassara est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1996. Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. C'est un président très engagé et plein d'ambition pour le Niger et pour les Nigériens qui a été abattu sur le tarmac de l'escadrille de Niamey le vendredi 9 avril 1999. Nous qui avons eu à travailler avec lui, nous connaissons la valeur et la capacité de l'homme et de son amour pour son pays. Et également du fait que, comme je l'ai souvent dit au cours des différentes interviews, j'ai vu à quel point il était sensible. Parce que pour lui, la vie d'un seul Nigérien, une seule vie d'un Nigérien était pour lui extrêmement importante. Et que dès qu'il y avait conflit, dès qu'il y avait un problème social, en tout cas qui créait des conditions de perte de vie, il était toujours disposé à être au premier front. C'est-à-dire qu'il ne nous permettait même pas, tellement il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir y remédier et que ça ne se répète plus, qu'il tenait lui-même à se déplacer et à être en première ligne pour trouver les solutions avec ses collaborateurs. Donc c'est pour vous dire qu'à ce niveau, c'est un homme très humain. Depuis son arrivée au pouvoir, le général Ibrahim Baré Menassara s'était donné pour faire du Niger un pays émergent. Dans son équipe, et je pense que je ne serai pas le seul, il a créé une ambiance particulière qui nous permettait de travailler, de nous défoncer. À l'époque, quand vous nous voyez travailler, vous avez l'impression qu'on avait les moyens de notre politique. Mais c'est surtout son comportement qui était un élément extrêmement tonus pour nous, qui nous encourageait à aller de l'avant, à nous surpasser, parce qu'on avait en face de nous un président pour qui le pays comptait tellement que nous estimons que nous devons nous dépenser pour être plus ou moins à côté de lui, en termes d'engagement. Parce que son engagement était tellement fort pour le Niger, pour le pays, que nous avons estimé qu'il fallait que nous aussi, nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ainsi que dans la foulée, parfois, de ce que nous posons comme acte, beaucoup ont pensé que c'était le matériel ou le moyen, certains moyens ou certaines conditions qui nous amenaient à être dans cette posture. Non, il n'en est rien, c'est parce que nous avons beaucoup ont découvert un homme, ils croyaient le connaître, mais en l'approchant, ils ont constaté que c'était au-delà de ce qu'ils pensaient. C'était l'homme qu'il fallait pour le pays et il l'a prouvé. Et je sais qu'également en termes de conciliation, malgré tout ce que vous pouvez penser, c'est un homme qui est extrêmement soucieux de l'équité de la justice. Moi qui suis son ministre de l'Intérieur, j'ai été souvent interpellé par lui-même pour me dire, mais est-ce que ce que vous faites, vous avez les preuves? On ne peut pas tuer un président comme un chien et asseoir l'injustice. J'accuse les auteurs de cette constitution qui ont trompé le peuple en plantant l'arbre de l'injustice
De 1999 à cette date, sa famille et même ses proches se battent pour que la lumière soit faite sur les circonstances de l'assassinat du général Barré. Mon souhait n'a pas varié par rapport à celui-ci. Ça a toujours été qu'il faut absolument qu'un jour, une information soit ouverte par rapport à celui-ci. Et qu'une enquête puisse être faite normalement, pendant qu'encore il y a quelques témoins vivants et qui peuvent apporter leur éclairage sur la question et permettre également de savoir les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à ce drame du 9 avril 1989. Donc mon souhait, mon souci, je continue encore à le formuler et à souhaiter qu'un jour une enquête puisse être faite, qu'un éclairage soit donné sur les circonstances de la mort du président Barré. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1996, le général décida de déposer ses treillis pour embrasser la carrière politique en organisant une élection présidentielle contestée par les principaux leaders politiques de l'époque, regroupés au sein d'un front pour constituer un mur en béton contre le régime du président Barré jusqu'aux événements tragiques du 9 avril 1999. Vous pourrez suivre à la fin de ce journal l'intégralité de l'entretien que nous a accordé El Hadj Omar Idi Ango, ancien ministre de l'Intérieur du régime Barré. La remise au parquet de dossiers du ministère de la Défense est appréciée à sa juste valeur par les centrales syndicales du Niger. Pour le secrétaire permanent de l'Union des travailleurs du Niger, USTN, Maman Ganoua, il fonde espoir sur l'impartialité de la justice nigérienne. On l'écoute. C'est une bonne chose. C'est vraiment, nous réjouissons vraiment du sacrifice fait par les uns et les autres, d'abord pour amener le gouvernement à transmettre ce dossier. Vous n'êtes pas sans savoir que les acteurs de la société civile, les syndicats, nous avons tous décrié, nous avons condamné, nous avons demandé que l'audit soit transmis au procureur. Et l'audit a été transmis au procureur, vraiment c'est une bonne chose. Nous pensons que maintenant le dossier vraiment c'est en bonne voie et qu'on va laisser la justice faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible le détournement là, si c'est vrai, les milliards qui ont été détournés, vraiment, moi je pense que c'est inadmissible. Il faut que ces gens-là, il faut qu'ils soient punis, il faut que la justice fasse son travail. Sinon, on ne peut pas comprendre que dans un pays pauvre comme le Niger, des individus se permettent de détourner une telle somme colossale destinée à l'armée, à notre sécurité, à notre défense. Mais c'est vraiment aberrant, plus que le mot aberrant même. Vraiment, je pense que la justice, comme d'habitude, la justice nigérienne va faire son travail et tous ceux qui sont impliqués dans ce détournement-là, ils seront sévèrement sanctionnés. Vraiment, nous pensons qu'ils seront sévèrement sanctionnés. Parce que vous avez vu, grâce à le fait qu'ils ont détourné les milliards là, vous avez vu les pertes en vies humaines que nous avons subies. Nos FDS, les militaires qui sont tombés. C'est de leur faute. Parce que l'argent qui est destiné à l'achat des armes n'a pas servi à cet achat. Ils ont détourné l'argent et nos FDS étaient restés sous-équipés. Comme le dossier est transmis, il n'y a pas de problème. Nous croyons à la justice. Comme c'est transmis à la justice, donc vraiment, nous, c'est une bonne chose, c'est un offre de soulagement. C'est transmis à la justice. Donc maintenant, nous allons attendre, voir ce que la justice va faire. Et nous savons que la justice va faire son travail. La justice nigérienne, nous avons foi, nous croyons à cette justice. Comme d'habitude, elle a puni des gens bien avant. Des gens qui ont détourné, des gens qui ont volé. Des gens qui ont commis des infractions ont été punis. Donc nous pensons que cette fois, aussi, si réellement ces détournements-là ont eu lieu, la justice vraiment va faire son travail. La justice ne fera pas de cadeau à ces gens-là.
Je vous donne la lecture de cette brève. Les acteurs de la société civile, Moussa Tchangari, Michael Zodi, Halidou Munkela, Moudi Moussa et Habibou Soumela, ainsi que le président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes, El Haj Sani Shekaro, vont passer leur 21e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tilaberi et Niamey. Ils ont été interpellés à la suite d'une manifestation pacifique contre la gouvernance du régime en place prévue pour le 15 mars dernier. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. La situation des écoles inquiète beaucoup plus les élèves, parents et enseignants pour celle cause la fermeture des écoles afin d'éviter la propagation du Covid-19, ce qui n'a pas laissé indifférent l'ancien secrétaire général du SNES, Chebou Dambaji. Élément de réponse dans ce reportage signé Asmaou Seydou Aboubakar Souley. Parmi les mesures préventives prises par le gouvernement pour arrêter la propagation du Covid-19 se trouve la fermeture des écoles, chose qui n'est pas sans conséquence sur l'exécution des programmes des scolaires et des étudiants. Comment sauver l'année scolaire et académique 2019-2020? C'est la question que se pose l'enseignant à la retraite chez Boudambaji, même si le gouvernement compte prendre des dispositions pour sauver l'année. Cette mesure se justifie. La preuve, il n'y a pas que le Niger qui l'ait prise avant que le Niger la prenne. Beaucoup de pays ont eu à la prendre. Alors maintenant, c'est au niveau des conséquences. Les conséquences, elles sont prévisibles. S'il n'y a pas cours, le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui sera fait en fin d'année si d'aventure il n'y a pas de reprise de cours d'ici fin avril ou d'ici fin mai. Parce que la pandémie, c'est elle qui va déterminer tout. Alors, théoriquement, à partir du 18 avril, le gouvernement a prévu de réévaluer. Mais cette évaluation, on peut présager d'avance le résultat que ça va donner. Vous voyez bien, c'est vous qui nous renseignez tous les soirs, vous voyez la courbe de croissance de la pandémie. Elle croît vraiment, comme on dit en maths, exponentiellement. Donc c'est dans ces conditions, il est difficilement envisageable que le 18 avril, que le cours puisse se reprendre. Donc il faut s'attendre à ce que les 15 jours soient reconduits. Et après, on va évaluer. Bref, c'est pour vous dire que le sort de l'année, en tout cas, semble avoir déjà été déterminé par ces reports-là. Alors, au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, ils ont mis en place un comité qui a fait des propositions en posant des hypothèses. Si les cours reprennent en fin avril, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Si les cours reprennent en fin mai et en juin, donc ils ont eu à faire des propositions pour que l'année ne soit pas sacrifiée. Même s'il faut que ça empiète sur l'année prochaine, en tout cas, les propositions qu'ils ont eu à faire retiennent qu'il n'y aura pas d'année blanche, en tout cas dans les différents scénarios. L'ancien secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire SNES, Cheikh Boudambaji, lance également cet appel. J'ai vu sur les médias une proposition qui est difficilement exécutable. C'est le cours à dispenser au niveau des télévisions et de la radio. Vous savez, ça, ceux qui font ces propositions-là, ils le font un peu à l'emporte-pièce. Parce que pour faire ces cours-là, il faut bien un environnement. On souhaite que, dans le meilleur des cas, que cette pandémie puisse trouver solution ou qu'elle ait atteint son apogée et puis qu'on la maîtrise pour que les cours puissent reprendre, parce que les conditions idéales pour dispenser les cours chez nous, il faut l'enseignant dans sa classe. Nous souhaitons que d'ici quelques jours, qu'on puisse arriver à endiguer la tendance à la croissance de la contagion et envisager, en tout cas, éventuellement les reprises des cours dans les jours à venir sans prendre de risques. Il n'y a pas de risque à prendre. Vivement la fin de cette pandémie et que les élèves puissent reprendre le chemin de l'école.
Le comité d'analyse et de recherche syndicale du Niger, CARES Niger, a rendu public son troisième papier de position syndicale relative au budget 2020 et à l'amélioration de la gouvernance au Niger. C'est un travail abattu par les membres du CARES Niger qui est composé de la CNT, CDTN et USTN. D'autres précisions avec Moussadam. Ce travail est fait par ce comité au Niger qui regroupe la CDTN, la CNT et l'USTN. Donc ce comité travaille pour ces centrales syndicales. Ce travail est fait pour les centrales syndicales. C'est un outil et en même temps, ça leur permet d'afficher leur position par rapport à n'importe quelle décision que le gouvernement du Niger veut prendre. C'est également un outil d'action syndicale pour les centrales parties prenantes et en même temps pour tous les mouvements syndicaux nigériens. Malheureusement, comme c'est encore embryonnaire, parce que c'est la troisième année consécutive qu'on publie ce papier de position syndicale, les organisations syndicales ne s'en servent pas. Sinon, elles ont toutes les informations. Maintenant, pour revenir à l'analyse du budget 2020, c'est par rapport à l'évolution de l'amélioration de la gouvernance budgétaire. Alors, ce que nous avons observé en tant qu'experts syndicalistes, analystes du budget, la première chose, que le Niger a pratiquement fini la transposition des directives de l'UMOA au niveau national. Mais leur transposition est une chose, leur application est une autre. Et nous constatons que ce n'est pas dans leur intégralité que les lois relatives à la gouvernance budgétaire sont appliquées. Et c'est ce qui pose souvent les problèmes. Tous ces problèmes de détournement dont on parle, tous ces problèmes d'exécution du budget sont liés à cela parce que souvent les règles ne sont pas respectées. 2020, par exemple, quand vous prenez ce budget, on se rend compte que dans la nomenclature, c'est bien respecté, mais dans la lisibilité, c'est tout un problème. Les budgets cette année, par exemple, les dépenses, les recettes, tout ça c'est distinct, c'est bien clair. Mais quand on va au fond, vous allez voir des rubriques comme les charges communes qui font les tiers du budget, s'il vous plaît. 722 milliards qui sont très peu lisibles. On a mis du n'importe quoi, c'est un fourre-tout. Et cela ne permet pas aux citoyens ordinaires de comprendre comment l'État va-t-il dépenser l'argent du contribuable. Ça ne permet pas de le faire. Deuxième chose que nous avons constatée, c'est au niveau des ministères. Au niveau des ministères aussi, il y a un autre problème. Les budgets des ministères sont très peu lisibles également. Nous avons constaté qu'en moyenne, 90% des budgets de chaque ministère sont dans le fonctionnement. Donc c'est acquisition de matériel, acquisition entretien des bâtiments, carburant, frais d'émission, etc. Tous les budgets tournent autour de cela. Or, pour aller vers le développement, il va falloir investir. Donc les ministères doivent consacrer une part de leur budget à l'investissement. Et tant que ces difficultés ne sont pas levées, tant que l'ouverture aux citoyens n'est pas faite, on va toujours continuer à assister à ce genre de mascarades. Il faut le dire également, nous avons constaté des toutes petites améliorations, par exemple sur des rubriques comme évacuation sanitaire des membres du gouvernement. En 2019, cette rubrique était trop élevée. Et cette année, je pense que ça ne fait pas plus de 100 millions. Il est important pour nous tous, organisations de la société civile, organisations syndicales, de s'allier dans ce domaine-là pour essayer de faire fléchir le gouvernement, pour lui imposer à mieux encadrer la gouvernance budgétaire et la transparence budgétaire. C'est l'occasion pour nous de remercier énormément nos partenaires dans le cadre de l'analyse budgétaire, qui sont les médias. Nous remercions également le ROTAB et Alternative Espace Citoyen qui nous accompagne dans cette démarche et avec qui nous échangeons également les informations.
Je vous donne une deuxième lecture de cette brève avant la partie magazine. Le coordinateur du ROTAB, membre du cadre de concertation et d'action de la société civile, également directeur général du groupe de presse Labari, a été interpellé ce matin à la police judiciaire sur plainte de l'épouse de l'ancien chef d'état-major, le général Ahmed Mohamed, pour avoir cité son nom dans l'une de ses publications sur les réseaux sociaux dans l'affaire de détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense. D'après son avocat, Ali Idrissa passera sa première nuit en garde à vue à la police judiciaire. Affaire donc à suivre. À l'occasion du 21e anniversaire de l'assassinat du général Ibrahim Baré Menassara, son ancien ministre de l'Intérieur nous a accordé un entretien sur la vie du général, notamment ses ambitions pour le Niger. El-Hajj Omar Idiango, que je vous invite à suivre. Très bonne réception. Pour nous, pour la famille, pour tous ceux qui l'ont connu et pour le commun des Nigériens, c'est comme si c'était hier que les événements s'étaient passés, ceux du 9 avril 1999. Mais le temps a passé. Nous avons blanchi, comme on dit, mais nous restons toujours attachés à ce souci de faire la lumière sur les circonstances de sa mort. Même si le tribunal de la CEDEAO a jugé, a tranché, a créé les conditions d'un dédommagement, mais aussi bien pour la famille que pour tous ceux qui lui sont proches, ce n'est pas cela la finalité. Pour demain, pour le Niger, il est extrêmement important que pour l'histoire, on puisse au moins savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, les acteurs, quelles sont les motivations pour que de tels drames ne se répètent plus. Le président Ibrahim Baré Menassara n'est pas mort comme un citoyen lambda. Il était un président en exercice quand les événements se sont passés. Et vous allez constater que dans pratiquement tous les pays où cela se passait, pour ne pas faire de la comparaison, que ce soit ce qui s'est passé au Rwanda, au Burundi, au Burkina Faso, et vous constatez aujourd'hui, ça a pris du temps. Mais la volonté politique des dirigeants qui se succèdent font en sorte que quand ces gens d'événements interviennent, il faut faire nécessairement la lumière. Parce que tout le monde a besoin de savoir. Ibrahim Baré Menassara fait partie de l'histoire du Niger. Et il a été président comme beaucoup d'autres sont passés, ils sont morts. Lui, les circonstances dans lesquelles il est parti, il a été assassiné, et bien, au-delà de sa famille, c'est l'ensemble des Nigériens qui doivent savoir pour quelles raisons cela s'est passé et dans quelles circonstances. Le président Baré, pour rappeler que ceux qui ne l'ont pas connu, je pense que c'est un officier, un Nigérien, patriote, officier supérieur, qui a gravi les échelons normaux de l'armée jusqu'au chef d'état-major, qui a pris le pouvoir en 1996 et qui s'est retrouvé à l'issue des élections donc, comme président de la République. Pour ceux qui ont connu, c'est un homme, disons, de vision. Nous n'allons pas beaucoup nous attarder sur comment on appelle ça, le développement de l'homme en tant que tel depuis l'évolution, parce que de toute façon, les traces, il y a des livres qui ont été écrits et tout ça, il y a vous-même, les médias, aussi bien Labari que bien d'autres médias, vous avez les films qui ont retracé chaque année, à chaque occasion de l'anniversaire. Mais je dis également que c'est quelqu'un qui, pour le Niger, a quand même laissé des traces. C'est quelqu'un, qui était extrêmement soucieux de la paix et du développement de son pays, qui est un visionnaire dans le cadre de la santé, parce qu'aujourd'hui, le contexte nous permet de rappeler cela. Et si vous vous rappelez, en 1998, quand il a fait le déplacement sur Cuba, et qu'il a fait ramener une centaine de médecins cubains, c'est qu'il avait un souci, en tout cas pour ce secteur de la santé,
qui, en son sens, doit être développé au bénéfice de l'ensemble de la population nigérienne. Et je pense que l'histoire lui a donné raison à ce niveau. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, c'est les Cubains qui viennent en aide aux Italiens et à bien d'autres pays à l'issue du Covid-19, vous pouvez reconnaître que 20 ans en arrière, le président Barré a compris que les Cubains étaient en avance sur le plan scientifique et technologique dans le domaine médical et qu'il voulait faire profiter son pays de cette expérience pour que, en tout cas, il y ait une santé pour tous, en tout cas essentielle pour le développement d'un pays. Le deuxième élément, c'est son souci pour la paix. Et je le rappelle également parce que le contexte est opportun pour le rappeler. Aujourd'hui, nous faisons face à une guerre contre les djihadistes. Et déjà à son temps, dans le lit du lac, au niveau de la région de Difa, nous avons connu également une rébellion de l'époque, FDR et FARS. Et comme il a ce souci de la collaboration sous-régionale, il a permis au Nigeria et au Tchad de participer à une opération conjointe avec le Niger pour pacifier le lit du lac. Et aujourd'hui, 20 ans après, nous constatons qu'il a fallu créer le G5 et aujourd'hui, le président Déby, que nous saluons au passage, pour les efforts qu'il a fait dans son intervention au niveau de DIFA, nous constatons également que ce besoin est nécessaire de collaboration sous-régionale. À l'époque, le Nigeria, le Tchad et le Niger ont participé. Aujourd'hui, on l'a élargi au G5 pour les 5 pays, mais nous pensons que lui aussi, à l'époque, il aurait tout fait, en tout cas, pour qu'il y ait une coopération sous-régionale pour créer les conditions d'une pacification de la région et permettre donc aux populations de la région de Difa de vaquer normalement à leurs activités de développement. L'autre élément qu'il faut préciser également dans sa vision, rappelez-vous que c'est le président Barré qui a ramené la Chine sur le plan politique, la Chine dans le giron au Niger. Parce que quand il était arrivé, les Chinois n'y étaient plus. Et c'est lui qui a créé les conditions pour reprendre la coopération avec la Chine. Parce qu'il croyait à la capacité de la Chine à permettre à nos pays sous-développés, en tout cas d'acquérir certaines technologies. Il croit à une possibilité de transfert de technologie de cette Chine-là vers des pays comme les nôtres. Et je crois qu'il n'a pas eu raison. Depuis qu'il a ramené la Chine dans ce pays, je crois, lui, il a profité de l'eau au niveau de Zander, mais bien d'autres régimes, comme un pays, ça se succède, d'autres pays, d'autres régimes ont privilégié de l'exploitation du pétrole, comme vous le savez, et qu'on continue encore d'exploiter à travers les Chinois. Donc c'est pour vous dire que c'est un homme politique, de par sa formation militaire, il a aussi cette capacité politique d'homme rassembleur. La preuve, c'est qu'à son temps, il est arrivé à créer une certaine fédération d'hommes de tout azimut qui sont venus de partout pour essayer de l'appuyer dans les axes qu'il a tracés pour faire avancer son pays. Donc c'est à ramasser ce que je peux dire de l'homme, très patriote, très affable, et ensuite extrêmement soucieux des conditions de vie de ses populations. Il était sur tous les fronts, il était à l'intérieur du pays, il partait s'enquérir de tous les problèmes, et comme pour ceux qui se rappellent encore, il faisait, comme l'ont fait ses prédécesseurs, le président Jory ou le président Frontier, il avait le souci toujours, chaque année, de faire le tour du pays, de passer de région en région pour discuter avec la population et voir quelles sont les contraintes et qu'est-ce qui est possible de faire pour améliorer les conditions de vie. Quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas l'intention en réalité de rester. Et peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais pour ceux qui l'ont approché, qui ont été ses proches, lui, il était venu juste pour aplanir et créer les conditions d'une cohésion entre la famille nigérienne, la famille politique nigérienne qui était divisée à travers la gestion du pays et qui a créé des conditions conflictuelles et qui pour lui pouvaient être extrêmement
des conditions dangereuses pour la stabilité du pays. Et c'est ce qui l'a amené à intervenir et à prendre le pouvoir. Par la suite, quand il a pris le pouvoir, il a véritablement voulu également se retirer. Et malheureusement, les esprits n'y étaient pas pour que cette guerre que nous avons connue, l'esprit y était toujours. Cette tension, cette inimitié, cette absence de tolérance persistait toujours. Et il a estimé que c'était son droit de prendre une décision à ce moment-là pour essayer de se présenter aux élections qui suivaient la transition qu'il a lui-même menée. Les circonstances qui ont fait que je sois dans le gouvernement, moi j'ai été approché, j'ai échangé avec lui à l'époque, et je sais que de ceux qui étaient présents à cette rencontre, la plupart sont encore vivants. Je sais qu'au moins il y a 3 qui étaient présents au moment où il avait pris le pouvoir. Et quand j'ai été approché, appelé par lui, lors des échanges, personnellement, je peux vous dire que je n'avais pas souhaité être dans le gouvernement. J'estimais que je n'étais pas préparé. Et de cet entretien, j'avais fait savoir que j'étais disposé à être conseiller. Et quand il y a eu de l'insistance, j'ai quand même tout clairement dit que je ne souhaitais pas être responsable d'un département ministériel. Je voulais être auprès de quelqu'un qui avait une expérience et tout au plus être un secrétaire d'État. Mais mon souhait, c'était être conseiller. Et à ma grande surprise, je vous dis encore, les témoins sont là, ils savent de quoi je parle, ils sont encore vivants. Et j'ai été, à ma grande surprise, j'étais assis avec ma famille à regarder la télé quand le gouvernement a été composé, où j'ai vu que mon nom était apparu comme ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, selon vous, pourquoi ce dossier est jusqu'à présent train devant les juridictions? Vous savez, les interprétations sont diverses. Certains peuvent penser qu'ils ont joué un rôle, au point où parler de ce dossier et peut-être amènerait à révéler certaines choses. Mais je pense que la période de la passion est dépassée. Aujourd'hui, comme tout ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays, il y a une période, quand un événement arrive, il y a un pic de passion, il y a un pic de tension, il y a un pic de volonté de vengeance, en plus de ce qu'on veut savoir. Mais plus les années passent, plus dans la sagesse populaire et dans le subconscient des uns et des autres, on se dit, c'est arrivé, on ne peut pas le ramener à la vie. Mais par contre, ce qui est important pour l'histoire, c'est de savoir comment ça s'est passé. Il est extrêmement difficile pour un homme politique, pour un homme d'État, de faire l'unanimité autour de lui en termes de prise de position. Même dans la vie commune de tous les jours, en tant que citoyen lambda, sans pour autant empiéter dans le domaine des uns et des autres, vous pouvez avoir des adversaires, des ennemis, des inimitiés comme ça gratuites qui se manifestent. À plus forte raison quand vous êtes appelé à gérer un État. Ce qui est important, c'est globalement le souci que la personne a pour son pays et pour le développement de son pays. Et à ce niveau, nous sommes unanimes, en tout cas pour ceux qui l'ont accompagné, au-delà de l'aspect partisan, nous sommes unanimes pour dire que c'était un homme d'une très grande dimension, qui a une capacité d'État, de gestion d'État, et qu'il a eu à prendre un certain nombre de décisions qui, à la limite, parfois sont considérées comme enfantines,
Mais quand on prend du recul, on regarde aujourd'hui, en fait, c'est un souci de justice. Prenons l'exemple du cas de la Libye. Au moment où il avait décidé d'atterrir en Libye pour briser l'embargo, beaucoup de Nigériens, je pense que même aujourd'hui, ont considéré que c'est un comportement irréfléchi, que c'est un comportement enfantin. Toujours est-il qu'il a brisé cet embargo. Il est allé au nom de ceux qu'il pense être juste, que le peuple libyen n'avait pas, en tout cas, on n'avait pas le droit de lui faire subir un tel embargo. Il l'a brisé à sa façon pour montrer au monde entier qu'il était solidaire du peuple libyen et de son président. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que, après les événements, parce que pour lui, la stabilité de la Libye, à l'époque déjà pour lui, était synonyme de la stabilité de la sous-région. Le président libyen a été assassiné, malgré que les chefs d'État africains recommandaient de ne pas le faire. Le président français de l'époque, avec l'appui de l'ONU, l'a fait. Et qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Ce qui veut dire qu'à l'époque où le président Barré avait pris cette décision, qui avait été considérée par beaucoup comme étant farfelue, comme étant enfantine, comme étant irréfléchie, on se rend compte qu'avec du recul, qu'il avait une vision, celle de la stabilité et de la paix dans la sous-région. Et le départ de Kadhafi aujourd'hui nous a entraînés dans ce que nous connaissons aujourd'hui, et où nos propres pays, y compris les compatriotes du président Barré, n'arrivent pas à dormir, n'arrivent pas à rester dans leur village, n'arrivent pas à, sans compter les vies en pertes humaines que nous enregistrons régulièrement tous les mois. C'est pour vous dire que quand ils posent des actes, parfois les gens ne peuvent pas comprendre. Mais quand on prend du recul aujourd'hui, on se rend compte que c'est un homme qui a une parfaite connaissance de la gestion du monde, qui est très informé, qui a des visions, donc qui sait que le mécanisme de gestion mondiale nécessite et que la paix est extrêmement importante. Il l'a fait. Et n'oubliez pas également qu'avant d'être chef d'état-major ou avant d'être président, il a beaucoup participé aux accords de paix qui ont permis la signature entre le gouvernement nigérien et les groupes rebelles qui s'étaient manifestés dans le nord. Il était au Soudan, nous on l'avait accompagné, on était au Soudan avec lui, et dans la délégation, il a été dans l'usine de fabrication des armes chimiques et de destruction massive. Nous avons été et nous avons constaté qu'il n'en est rien. Mais pour le Soudan, pour ne prendre que cet exemple pour le Soudan, à l'époque, vous vous rappelez très bien que la gomme arabique était quelque chose d'extrêmement important. Et moi, j'étais à l'époque au ministère de l'Agriculture, et nous avons signé des accords pour que le Soudan nous donne des souches très sélectionnées pour que nous puissions relancer la culture de la gomme arabique dans la région de Difa, Méné et Ngimi. Quand il est parti à Cuba, c'était la même chose. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, nous, quand on a été, le colonel Illo Al-Mustafa, qui était ministre de la Santé à l'époque, qui est aujourd'hui président de l'Ordre des médecins, est ici présent. Il peut vous dire, lui, en tant que spécialiste, ce qu'il a vu là-bas, en termes d'avancées extraordinaires dans le domaine de la santé. Et le taux, le pourcentage de médecins par nombre d'habitants, était même l'OMS, l'UNICEF ont reconnu Cuba comme ayant le meilleur système de santé. Mais à l'époque, quand on l'avait fait, beaucoup de nos compatriotes ont dit, mais on n'a pas besoin de Cubains, on n'a pas besoin de spécialistes, on n'a pas besoin de ceci, on se suffit à soi-même, etc. Voilà. Et cette coopération est partie crescendo. Et aujourd'hui, ce sont les pays qui sont les plus avancés qui ont besoin des Cubains pour les sortir de cette situation que nous connaissons de Covid-19. Donc c'est pour vous dire que nous qui avons eu à travailler avec lui, nous connaissons la valeur et la capacité de l'homme et de son amour pour son pays. Et également du fait que, comme je l'ai souvent dit au cours des différentes interviews,
j'ai vu à quel point il était sensible, parce que pour lui, la vie d'un seul Nigérien, une seule vie d'un Nigérien était pour lui extrêmement importante. Et que dès qu'il y avait conflit, dès qu'il y avait un problème social, en tout cas qui créait des conditions de perte de vie, il était toujours disposé à être au premier front. C'est-à-dire qu'il ne nous permettait même pas, tellement il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir y remédier et que ça ne se répète plus, qu'il tenait lui-même à se déplacer et à être en première ligne pour trouver les solutions avec ses collaborateurs. Donc c'est pour vous dire que à ce niveau, c'est un homme très humain et je sais que c'est la raison pour laquelle je profite de cet anniversaire qui se fait dans un contexte tout à fait particulier avec le Covid-19 qui ne nous permet pas de nous rassembler, de faire des prières collectives, encore moins de nous déplacer sur Doumega. Donc non seulement de lui adresser notre pensée, mais également surtout, et ce qu'il aurait fait s'il était vivant et qu'il aurait souhaité que nous adressions notre compassion et notre soutien à toutes les familles qui ont été affectées par cette pandémie, cette maladie. Sa femme, on est toujours ensemble. Il n'y a pas de jour, toutes les 48 heures, on est en contact avec elle. Ses enfants, elle nous donne des nouvelles des enfants, certains qui sont à Dakar, certains qui sont ici, d'autres qui sont à Paris. Donc nous, ça, c'est quelque chose qui est parti pour la vie. Pas moi seulement, mais beaucoup des membres du gouvernement du défunt président, beaucoup de ses anciens collaborateurs ont continué à avoir des contacts avec la famille du défunt. Et au niveau de la famille élargie, qui sont ses frères et sœurs, également ici, nous partageons la vie de tous les jours. Donc c'est pour dire qu'à ce niveau, nous avons créé une forme de solidarité qui nous permet encore de continuer ensemble, parce que c'est ainsi va la vie. Le président qui nous a permis d'être proches n'est plus là, mais les liens ont fait qu'aujourd'hui, nous continuons donc à avoir des contacts, des relations, de partager la vie sociale donc, avec sa famille. Et je voudrais également dire qu'au-delà de cette pandémie, également, nous partageons, lui, en tant que militaire, c'est un militaire, donc nous partageons également la même pensée et la même douleur avec tous nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur sur l'ensemble du territoire face à la lutte, dans le cadre de la lutte contre les djihadistes. Donc c'est pour vous dire que nous, dans ce contexte tout à fait particulier, nous gardons une très grande pensée et nous sommes encore sur notre position, nous sommes toujours là, en train de travailler, d'évoluer pour qu'un jour, en tout cas, la lumière puisse être faite sur l'assassinat du président Barré. Avec lui, c'était un ami, un aîné, un collaborateur. Moi, j'étais son collaborateur. Mais vous savez, il a, dans son équipe, et je pense que je ne serai pas le seul, il a créé une ambiance particulière qui nous permettait de travailler, de nous défoncer. À l'époque, quand vous nous voyez travailler, vous avez l'impression qu'on avait les moyens de notre politique. Mais c'est surtout son comportement qui était un élément extrêmement tonus pour nous, qui nous encourageait à aller de l'avant, à nous surpasser, parce qu'on avait en face de nous, un président pour qui le pays comptait tellement que nous estimons que nous devons nous dépenser pour être plus ou moins à côté de lui, en termes d'engagement. Parce que son engagement était tellement fort pour le Niger, pour le pays, que nous avons estimé qu'il fallait que nous aussi, nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ainsi que dans la foulée, parfois, de ce que nous posons comme acte, beaucoup ont pensé que c'était le matériel ou certains moyens ou certaines conditions qui nous amenaient à être dans cette posture. Non, il n'en est rien, c'est parce que nous avons beaucoup ont découvert un homme, ils croyaient le connaître,
Mais en l'approchant, ils ont constaté que c'était au-delà de ce qu'ils pensaient. C'était l'homme qu'il fallait pour le pays et il l'a prouvé. Et je sais qu'également en termes de conciliation, malgré tout ce que vous pouvez penser, c'est un homme qui est extrêmement soucieux de l'équité et de la justice. Moi qui suis son ministre de l'Intérieur, j'ai été souvent interpellé par lui-même pour me dire, mais est-ce que ce que vous faites, vous avez les preuves? Vous voyez un peu, malgré la confiance, il avait ce devoir de contrôler pour savoir est-ce que ce que nous faisons se fait dans la légalité, est-ce que c'est juste ce que nous faisons, est-ce que nous ne dérapons pas, ou il n'y a pas un excès de pouvoir. Donc, il avait ce souci. Mais comme vous le dites, à l'époque, il était sur plusieurs fronts, parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Et ce qui reconforte également, c'est que beaucoup de ceux qui l'ont combattu, que je connais, qui m'entendent aujourd'hui, ils entendent ce que je dis, beaucoup de ceux qui l'ont battu, et de la façon la plus farouche, reconnaissent aujourd'hui, m'ont approché pour me dire, mais Omar, El Hadj, vraiment, un tel était en avance sur son temps. Nous ne l'avons pas compris. Aujourd'hui, avec du recul, avec le temps, nous nous rendons compte qui était l'homme, pourquoi il a pris certaines décisions. Ils sont nombreux et je pense que beaucoup m'entendent. Donc c'est pour vous dire que très souvent, chez nous, il y a la passion. Et nous devons aujourd'hui reconnaître qu'il faut que, au fur et à mesure que nous avançons, que les années que nous avons passées dans ce pays, que les régimes qui se sont succédés, que chaque régime soit un exemple pour pouvoir faire mieux demain. Et c'est extrêmement important. Il faut aussi que dans chaque étape de notre vie politique, il faut que les acquis soient des acquis. Quand on reconnaît qu'un régime a engendré ou engrangé des acquis, ces acquis-là, ce n'est pas pour les individus qui ont géré ce pays sous ce mandat, c'est pour le pays, pour l'ensemble du peuple qui l'ont fait. Et il faut aussi avoir le courage et la volonté de se dire, mais cet acquis est-il positif pour le pays? S'il est positif pour le pays, il faut s'asseoir là-dessus pour continuer. Mais il faut éviter, parce que ce qui fait également le problème aujourd'hui chez nous, c'est qu'on a tendance à faire oublier ou à vouloir oublier tout ce que les précédents ont eu à poser comme acte, quelle que soit leur positivité. Donc il faudrait qu'à ce niveau aussi, nous fassions un appel à tous les hommes politiques pour que la sagesse et la modération puissent également jouer là-dessus, pour que notre pays puisse avancer. Mon souhait n'a pas varié par rapport à celui-ci. Ça a toujours été qu'il faut absolument qu'un jour, une information soit ouverte par rapport à celui-ci. Et qu'une enquête puisse être faite normalement, pendant qu'encore il y a quelques témoins vivants. Il y en a beaucoup qui sont morts, mais il y en a qui sont encore en vie et qui peuvent apporter leur éclairage sur la question et permettre également de savoir les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à ce drame du 9 avril 1989. Donc mon souhait, mon souci, je continue encore à le formuler et à souhaiter qu'un jour, une enquête puisse être faite, qu'un éclairage soit donné sur les circonstances de la mort du président Barry, pour qu'il y ait une paix interne, d'abord au niveau de sa famille, à laquelle nous pensons, à sa veuve, qui a vécu pendant toutes ces années des moments extrêmement difficiles, qui a été extrêmement courageuse, une femme extrêmement courageuse, qui a su prendre en main l'éducation de ses enfants. C'est pas facile. Quand des enfants à un certain âge ont vécu un drame comme ils l'ont connu, et le contexte dans lequel ça s'est passé, et de se retrouver à l'extérieur, hors de sa famille maternelle, paternelle, en train de, je pense qu'elle a vraiment, pendant 21 ans, elle a su garder la tête haute, elle a su créer les conditions de cohésion au niveau de sa famille,
Et elle a été également, à un certain niveau, qu'il faut saluer, la famille même, de la grande famille élargie du président Barry, qui l'ont également soutenu dans tous ses efforts, dans tout ce qu'il a pu avoir comme écueil, jusqu'à ce que le jugement de la CEDEAO puisse avoir lieu. Et aujourd'hui, notre souhait à tous, à elle, à la famille Barré et à nous, c'est que également cette enquête puisse avoir lieu et qu'on ait des clarifications sur l'assassinat, les raisons de cet assassinat du président Barré.